On s'est déjà demandé comment les sociologues ou les politologues, comment ils savent ce qu'ils savent. D'où viennent leurs conclusions sur notre société. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la machine, dans les fondations de la recherche sociale, pour vraiment comprendre comment la connaissance se construit brique par brique. C'est parti. Et là, on touche directement au plus gros défi. Franchement, étudier une roche ou une molécule, c'est une chose. Mais étudier une société humaine, c'est comme essayer de cartographier un fleuve qui n'arrête jamais de bouger. Les cultures, les opinions, les interactions, tout, absolument tout, change en permanence. C'est ça, le casse-tête des sciences sociales. Pensez-y, en physique, on peut refaire une expérience 100 fois, dans des conditions identiques, pour être sûr de son coup. Mais en sciences sociales, c'est tout simplement impossible. On ne peut pas mettre une société dans un tube à essai. On ne peut pas, par exemple, recréer la Révolution française en labo juste pour voir ce qui se passe. Du coup, il faut être malin et inventer d'autres manières de prouver ce qu'on avance. Et c'est justement ce qui les rend flexibles. Le chercheur, il n'est jamais une caméra neutre, il fait partie du tableau qu'il est en train de peindre. Sa simple présence, ses questions, sa façon d'être, tout ça peut changer le comportement des gens qu'il étudie. L'objectivité totale, c'est un mythe. Alors, la solution, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. Le chercheur doit analyser sa propre influence sur son étude sans arrêt. Ok, alors face à un monde aussi complexe, comment les chercheurs s'y prennent pour ne pas raconter n'importe quoi? Ils s'appuient sur une structure super rigoureuse, une sorte de pyramide à 3 niveaux. Si on comprend ces 3 étages, on comprend la logique de n'importe quelle recherche sérieuse. Tout en haut de la pyramide, on a la méthodologie. Ça, c'est le pourquoi de la recherche. C'est un peu comme la philosophie d'un architecte. Avant même de dessiner le moindre plan, il choisit un style. Est-ce qu'on va construire une maison ultra moderne tout en verre ou plutôt une cabane rustique en bois? De la même façon, le chercheur choisit sa grande vision du monde et de la connaissance. C'est le point de départ de tout. Juste en dessous, il y a la méthode. Ça, c'est le comment, le plan d'action. Si la méthodologie, c'était le style de la maison, la méthode, c'est le plan détaillé que l'architecte dessine. C'est là qu'on décide de la stratégie concrète. Est-ce qu'on va faire des sondages pour avoir plein de chiffres, ou est-ce qu'on va plutôt faire des entretiens approfondis pour comprendre des parcours de vie? Et enfin, à la base de la pyramide, on trouve les techniques. C'est le « avec quoi ». Ce sont les outils du maçon sur le chantier. Sa truelle, son marteau, son niveau à bulles. Pour le chercheur, ça va être son micro pour les entretiens, son questionnaire ou son logiciel d'analyse. Ce sont les outils bien concrets qui permettent de construire la recherche. On voit bien comment tout s'emboîte, c'est une vraie cascade logique. La méthodologie, notre grande vision du monde justifie nos choix. Elle nous guide vers une méthode, une stratégie, par exemple une recherche qualitative. Et cette méthode, à son tour, nous fait choisir des techniques précises, comme l'entretien. Tout est lié, du plus abstrait au plus concret, pour que tout le projet soit cohérent. Mais attention, ce fameux choix de méthodologie, au sommet de la pyramide, n'a rien d'anodin. Derrière, il y a un vrai débat philosophique, un choc de titans entre 2 visions du monde qui changent radicalement la façon de faire de la recherche. Cette petite phrase, l'existence de réalités multiples, c'est la clé de tout. Pour certains, il n'y a qu'une seule réalité objective qu'on peut mesurer. Pour d'autres, les constructivistes, la réalité dépend de celui qui la regarde. Imaginez un match de foot. La réalité du match n'est pas du tout la même pour le supporter de l'équipe A, celui de l'équipe B ou l'arbitre. Chacun vit sa propre réalité de l'événement. On a donc vraiment 2 camps. D'un côté, le positivisme, qui cherche à mesurer le monde social un peu comme on mesure une température. La question typique, c'est combien de personnes votent pour tel parti? De l'autre côté, on a le constructivisme, qui veut comprendre le sens que les gens donnent à ce qu'ils font. Là, la question serait, pourquoi ces personnes votent-elles pour ce parti? Qu'est-ce que ça représente pour elles? Bref, l'un compte, l'autre interprète. Et évidemment, ça change tout pour le chercheur. S'il n'y a pas une seule réalité, ça veut dire qu'il n'est pas neutre, il doit l'assumer, et hop, on retrouve notre fameuse réflexivité. Le chercheur doit constamment analyser ses propres biais, son propre regard, comme s'il faisait lui-même partie des données à analyser. C'est une vraie gymnastique intellectuelle, mais c'est le prix à payer pour une recherche honnête. Bon, maintenant qu'on a vu la philosophie derrière la recherche, passons à la pratique. C'est quoi la feuille de route? Concrètement, comment on passe d'une simple question à une conclusion solide? Quelles sont les étapes de ce voyage? En fait, c'est un peu comme une enquête policière. Tout part d'une question, d'un mystère. L'enquêteur commence par explorer le terrain. Il lit les anciens rapports. Puis il formule une hypothèse de travail bien précise, ce qu'on appelle la problématique. Ensuite, il retourne sur le terrain pour collecter des preuves, il les analyse dans son labo, et à la fin, il présente ses conclusions. Évidemment, dans la vraie vie, c'est jamais aussi linéaire, c'est plein d'allers-retours. Et pour mener cette enquête, il y a 2 grands styles. On a le style déductif à la Sherlock Holmes. Il a déjà une théorie en tête, le coupable c'est le majordome, et il va chercher sur le terrain les preuves qui confirment sa théorie. C'est une approche top-down, du haut vers le bas.
Et puis on a le style inductif à la Colombo. Lui, au départ, il n'a aucune théorie. Il observe plein de petits détails qui n'ont l'air de rien, et c'est en assemblant toutes ces petites pièces qu'il finit par construire son hypothèse. Ça, c'est du bottom-up, du bas vers le haut. On va terminer avec un aspect qui est absolument fondamental, non négociable, et qui soutient toute la démarche de A à Z, l'éthique. Sans elle, toute la pyramide s'effondre. La science perd sa crédibilité et sa légitimité. On voit bien ici qu'être chercheur, ce n'est pas seulement une question de connaissances théoriques ou de compétences techniques. C'est un triptyque, il y a 3 dimensions. Le savoir, c'est ce qu'on a dans la tête. Le savoir-faire, ce sont les outils qu'on sait utiliser. Et le savoir-être, qui renvoie directement à l'éthique, à la posture. Et les 3 sont totalement indissociables pour faire de la bonne science. Et cette éthique, elle a en fait 2 visages. D'un côté, l'intégrité scientifique. Ça, c'est l'honnêteté et la rigueur vis-à-vis des autres scientifiques. En gros, ne pas tricher avec ses données. De l'autre côté, il y a la responsabilité sociale. Ça, c'est le respect qu'on doit à la société et surtout aux personnes qu'on étudie. Il faut tout faire pour ne pas leur nuire et si possible, que la recherche leur apporte quelque chose de positif. On termine donc sur cette question. Elle est là pour nous rappeler que la recherche en sciences sociales n'est jamais vraiment neutre. Elle a toujours des conséquences sur le monde. Se demander pour qui et dans quel but on produit de la connaissance, c'est peut-être, au final, la question la plus importante de toutes. C'est elle qui transforme la science en une pratique véritablement humaine.